Bonjour. Donc, je m'appelle Julien Simon, je suis doctorant en 4e année, comme vous l'avez dit, dans l'équipe du service du professeur Quentin. Je vais vous présenter donc mon étude qui correspond au second article de ma thèse. Donc, elle se consacre à l'augmentation du risque d'hospitalisation, mentionnant un cancer du pancréas dans les 8 ans qui suivent un diabète gestationnel ou un diabète de grossesse, indépendamment du diabète de type 2 pouvant survenir ultérieurement. Donc à partir du donné du SNDS. Donc le cancer du pancréas est l'un des cancers dont le taux de mortalité est le plus élevé dans les pays à revenus élevés, avec une survie nette de 6 à 9% à 5 ans. Le taux de mortalité élevé est principalement attribué à un diagnostic tardif, car la plupart des patients atteints d'un cancer du pancréas restent asymptomatiques jusqu'à ce que la maladie atteigne un stade avancé. L'identification des facteurs de risque est donc importante pour la mise en place des politiques de santé publique appropriées. De nombreuses études ont rapporté que le risque de cancer du pancréas augmente d'environ 80% en cas de diabète de type 2. Nous savons également que les femmes atteintes de diabète gestationnel présentent un risque accru de diabète au cours des années suivant l'accouchement de l'ordre de 50%. La relation entre le diabète gestationnel et le cancer du pancréas reste controversée en raison de preuves limitées, car elle n'a fait l'objet que de 3 études, que je vais vous présenter maintenant. Donc la première étude est publiée par Perrin et al. Et portée sur plus de 37 000 femmes ayant accouché entre 1964 et 1976 et suivies entre 28 et 40 ans dans 3 des plus grands hôpitaux de Jérusalem. Ils ont identifié 54 cas de cancer du pancréas, alors que la deuxième étude, publiée par Sella et al., a porté sur plus de 185 000 femmes entre 1995 et 2009, avec un suivi moyen de 5 ans dans le deuxième plus grand hôpital du pays. Ils ont trouvé 9 cas de cancer du pancréas. Les ratios dans ces 2 études sont similaires autour de 7 avec des intervalles de confiance significatifs. Une troisième étude de Peng et al., basée sur les données nationales de l'assurance maladie de Taïwan, a porté sur plus de 1 400 000 femmes ayant accouché entre 2002 et 2012, suivies jusqu'en 2013 avec un suivi moyen de 6,8 ans. Ils ont identifié 331 cas de cancer du pancréas et ont montré que des antécédents de diabète gestationnel n'étaient pas associés significativement à un risque accru de cancer du pancréas. Cependant, les résultats de ces 3 études doivent être pris avec prudence, car le diagnostic du diabète gestationnel n'était pas basé sur des critères récents dans les 2 études israéliennes, et le suivi était relativement court pour certaines patientes dans l'étude de Peng et al. Dans ce contexte, notre objectif était d'étudier la relation entre le diabète gestationnel et le cancer du pancréas dans les 8 années suivant l'accouchement pour les femmes ayant accouché en France de 2007 à 2009 à partir des données du SNDS. Nous avons inclus toutes les femmes qui ont accouché entre janvier 2008 et décembre 2009, identifiées avec le code SIM 1737, comme diagnostic associé et ou des actes d'accouchement dans les résumés de sortie d'hospitalisation, âgées entre 14 et 55 ans, et qui vivaient en France. La date d'inclusion dans l'étude est la date du premier accouchement durant ces 2 années. Nous avons ensuite exclu les femmes ayant des antécédents d'hospitalisation mentionnant un cancer du pancréas ou un diabète dans l'année précédant la grossesse. Nous avons également exclu les femmes qui ont été admises à l'hôpital avec une mention de cancer du pancréas dans les 2 années suivant la grossesse. Nous avons pris cette précaution en référence à d'autres études explorant le lien entre le diabète et le cancer du pancréas que nous avons appliqué au diabète gestationnel. Car le diabète diagnostiqué peu avant le cancer du pancréas peut être indicatif et d'une certaine manière un symptôme du cancer du pancréas. Et nous avons pris du coup la limite de 2 ans. Donc si c'était inférieur à 2 ans, on considérait le diabète comme pouvant être un symptôme du cancer du pancréas et donc on a éliminé du coup tous les diagnostics de cancer du pancréas survenant dans les 2 ans après la grossesse. L'exposition a été définie par la diabète gestationnel au cours d'au moins une grossesse durant la période d'étude, donc de l'inclusion à 2017. Si une femme a eu plus d'une grossesse, les informations recueillies dans les résumés de sortie pour chaque grossesse ont été prises en compte. Et pour tenir compte du fait que le diabète gestationnel pouvait survenir à tout moment, nous l'avons considéré comme une variable dépendante du temps. Cela nous a permis de considérer plus précisément l'intervalle de temps exact entre le diagnostic de diabète gestationnel et l'hospitalisation mentionnant un cancer du pancréas. Donc les femmes classées dans le groupe sans diabète gestationnel pendant toute l'étude étaient celles pour lesquelles un code de diabète gestationnel n'était mentionné dans aucun des résumés de sortie pendant le suivi épidémiologique. Le critère de jugement était l'hospitalisation mentionnant un code SIN10 du cancer du pancréas comme diagnostic principal ou associé
pendant la période de suivi. Les variables explicatives suivantes ont été prises en compte. Donc il y a l'âge de la mère, le diabète de type 2 ultérieur à la grossesse et la consommation de tabac. Le diabète de type 2 a été défini par la présence d'un des codes SIM10 comme diagnostic principal associé ou relié, et ou si le diabète ultérieur a été notifié en ALD, et ou s'il y a eu un remboursement d'au moins 3 antidiabétiques ou de l'insuline, ou 2 remboursements s'il y a eu au moins un grand conditionnement. La consommation de tabac dans l'année précédant la grossesse, à l'inclusion ou au cours du suivi, par la présence d'un des codes SIM10 dans les résumés de sortie d'hospitalisation et ou au moins un remboursement de varenicline, traitement reconnu pour l'arrêt du tabac. Alors, il y a le bas du tableau qui n'est pas complètement représenté. Il manque juste que c'est le diabète de type 2, la dernière case. Nous avons tout d'abord, de janvier 2008 à décembre 2009, 1 352 560 femmes hospitalisées pour accouchement ont été incluses dans notre population d'études, parmi lesquelles 95 314 ont eu un diabète gestationnel au cours du suivi, soit 7%, et 126 femmes ont été hospitalisées pour un cancer du pancréas au cours du suivi, soit 0,01%. Il existe une différence statistiquement significative entre les deux groupes concernant le cancer du pancréas. À noter également que nous avons plus de 8% de diabète de type 2 dans le groupe ayant un antécédent de diabète gestationnel, argumentant l'importance d'effectuer un ajustement sur ce facteur. Nous avons tout d'abord développé un modèle de Cox, ajusté sur l'âge et le diabète ultérieur, qui a montré que le diabète gestationnel était significativement associé à un risque plus élevé d'hospitalisation, mentionnant un cancer du pancréas, avec un hazard ratio de 1,81. En ajoutant la consommation de tabac dans le modèle, vous pouvez constater que le diabète gestationnel était toujours significativement associé à un risque plus élevé d'hospitalisation mentionnant un cancer du pancréas, avec un hazard ratio quasi identique à 1,7. L'interaction entre la consommation de tabac et le diabète gestationnel était non significative avec une p-value à 0,6, mais l'interaction entre l'âge et le diabète gestationnel était marginalement significative avec une p-value à 0,05. Nous avons donc inclus cette interaction dans le modèle 1, et cela ne modifiait pas la relation entre le diabète gestationnel et le risque d'hospitalisation mentionnant un cancer du pancréas. À notre connaissance, il s'agit de la première étude qui explore spécifiquement la relation entre le diabète gestationnel et le cancer du pancréas, en prenant en compte la survenue d'un diabète ultérieur, qui est le principal facteur de confusion potentiel. Dans notre étude en population, utilisant une cohorte rétrospective bien documentée à l'échelle nationale, nous avons constaté que le diabète gestationnel était significativement associé à un risque accru d'être hospitalisé pour un cancer du pancréas au cours des 8 années de suivi, indépendamment du fait que le diabète se soit développé par la suite. Lorsqu'on compare nos résultats à la littérature, on peut dire que tout d'abord que nos résultats peuvent sembler différents par rapport aux 3 études déjà existantes, qui font état de méthodologies variables. En effet, les 2 études israéliennes montrent des risques relatifs significatifs similaires autour de 7, mais avec de larges intervalles de confiance. Elles ont également trouvé un nombre limité de cas par rapport à notre étude qui a identifié 126 cas parmi les 1 352 560 femmes incluses. La population plus importante de notre étude explique l'intervalle de confiance plus étroit. En outre, notre risque relatif plus faible peut s'expliquer par un ajustement pour un diabète ultérieur. Notre période d'inclusion est beaucoup plus récente que celle de Perrin et al., qui n'était donc pas basée sur des critères de diagnostic récents du diabète gestationnel. Cela a pu avoir un impact sur le résultat en créant un biais de classification. D'autre part, l'étude taïwanaise de Peng et al. Est comparable à notre étude, puisqu'il s'agit également d'une étude en population utilisant des données médico-administratives nationales. Ils ont inclus presque le même nombre de femmes, mais ont observé un plus grand nombre de cas de cancer du pancréas. Bien qu'ils aient trouvé 2 fois plus de cas, ils n'ont pas pu montrer une augmentation significative du risque de cancer du pancréas chez les femmes ayant des antécédents de diabète gestationnel. En outre, il a été démontré que les populations asiatiques développent le diabète à un plus jeune âge, ont besoin plus souvent d'un traitement à l'insuline et présentent un risque accru de cancer par rapport aux populations occidentales, ce qui pourrait expliquer le nombre plus élevé de cas de cancer du pancréas. De plus, contrairement à notre étude, le suivi dans l'étude taïwanaise a varié entre les femmes, certaines ayant été suivies pendant plus de 12 ans, d'autres moins d'1 an. Je vais vous parler maintenant des forces et des faiblesses de mon étude. Alors, la première force est notre prise en compte du diabète de type 2.
À notre connaissance, elle est unique en ce sens qu'elle tient compte de ce facteur de confusion potentiel majeur. Tout d'abord, en ce qui concerne notre base de données, une étude de validation par Fuentes et al. A montré que le diabète de type 2 était identifié dans le SNDS avec une valeur prédictive positive de 97,2%, une sensibilité de 13,8% et une spécificité de 99,9%. Ensuite, nous avons exclu les femmes ayant des antécédents de diabète de type 2 afin d'affiner la définition du diabète gestationnel. Enfin, le diabète survenant au cours du suivi a été inclus dans nos modèles en tant que variable dépendante du temps, afin de prendre en compte le délai entre le diabète gestationnel et la survenue d'une hospitalisation, mentionnant un cancer du pancréas. Le temps est également une considération importante pour l'étude du cancer du pancréas. Tout d'abord, en ce qui concerne la chronologie de la maladie elle-même, certaines études montrent que l'hospitalisation est un bon marqueur de nouveaux cas pour certains cancers agressifs et ou nécessitant une hospitalisation. Nous avons pris en compte tous les types d'hospitalisation du diagnostic au traitement de la maladie et nous avons pu exclure les sujets ayant des antécédents d'hospitalisation pour cancer du pancréas 1 an avant, pendant et 2 ans après la grossesse, soit près de 4 ans. On sait que la survie nette à 5 ans du cancer du pancréas est de 6 à 9%. Nous sommes donc assurés d'avoir une très forte probabilité de n'inclure que les cas incidents de cancer du pancréas. De plus, à notre connaissance, notre étude est la seule ayant exclu les cas de cancer du pancréas dans un délai de 2 ans suivant le diabète gestationnel. Notre étude a d'autres atouts. Tout d'abord, elle comprend 10 ans de données, ce qui nous permet d'avoir 8 ans de suivi pour toutes les femmes incluses. Enfin, dans une étude de validation nationale, notre équipe a montré que le diabète gestationnel était identifié dans le SNDS avec une valeur prédictive positive de 88,9%. Cette même étude, maintenant on passe aux limites, cette même étude a par contre montré que la sensibilité pour le diabète gestationnel n'était que de 79%, ce qui signifie que 21% des femmes atteintes de diabète gestationnel n'étaient pas identifiées comme telles dans le SNDS, conduisant à une sous-estimation de l'association. Deuxièmement, bien que nous ayons un temps de suivi plus long ou plus homogène par rapport aux 3 études précédentes, 8 années de suivi reste un temps relativement court pour l'étude de l'apparition du cancer du pancréas dans notre population d'études, car la plupart des cancers du pancréas sont diagnostiqués après 65 ans. Nous avons donc peut-être sous-estimé ou surestimé l'impact complet du diabète gestationnel. Troisièmement, bien que nous ayons inclus la consommation de tabac comme variable d'ajustement, cette information est incomplète dans notre base de données. Bien que nous souhaitions ajouter la consommation de tabac également à nos variables d'ajustement, puisqu'il s'agit d'un autre facteur de risque connu du cancer du pancréas, il n'a pas été possible de le faire car cette variable est mal enregistrée également dans le SNDS. En outre, la variable obésité, dont on sait qu'elle est associée au diabète gestationnel et au cancer du pancréas, n'a pas pu être incluse dans notre modèle. Malheureusement, celle-ci est également mal documentée dans notre base de données. C'est pourquoi nous avons effectué une analyse de la e-value que je vais vous présenter maintenant. Donc la e-value, c'est une mesure de la robustesse d'une association à des facteurs de confusion potentiels non contrôlés. Donc ici, l'obésité. Dans notre étude, notre hazard ratio observé est de 1,77. Afin de considérer cette association comme robuste, nous calculons leur e-value. Donc, selon la formule présentée ici, donc c'est le RR, qui est notre hazard ratio observé de 1,77, additionné à la racine carrée de RR multiplié par le RR-1, ce qui nous donne une e-value égale à 2,93. Cette e-value représente la force d'association minimale que l'obésité devrait avoir avec l'exposition au diabète gestationnel et au cancer du pancréas. Donc, on va chercher donc dans la littérature existante les ratios qu'on peut retrouver. Donc, on a constaté que par rapport aux femmes non obèses, les femmes obèses ont 3,36 fois plus de risque de souffrir de diabète gestationnel. Donc, c'est supérieur à 2,93. Et 1,54 fois plus de risque de souffrir de cancer du pancréas, qui est inférieur à 2,93. Donc, comme on a un chiffre supérieur à 2,93 et un chiffre qui est inférieur à 2,93, on va faire la balance entre ces deux ratios. Donc, pour faire la balance entre ces deux ratios, l'article Princeps nous demande de calculer la valeur B. La valeur B, ici présentée, donc, devrait être au moins supérieure à notre RR, donc à notre hazard ratio de 1,77, pour être expliquée par la variable non mesurée obésité. Donc, elle est égale à 1,33, comme je vous l'ai présenté sur la diapo. Et donc, inférieure à 1,77, on peut donc considérer que notre résultat principal est robuste après analyse de la e-value concernant l'obésité non mesurée. En conclusion, notre étude montre que le diabète gestationnel est un facteur associé au développement du cancer du pancréas après un suivi de 8 ans, indépendamment du fait que le diabète se soit développé ultérieurement. Cependant, l'impact du diabète gestationnel
en postpartum est négligé par certains professionnels, même s'il expose les femmes à un risque accru de diabète de type 2, de syndrome métabolique et de maladies cardiovasculaires. Nos résultats suggèrent l'importance d'un meilleur respect des recommandations concernant le suivi des patientes atteintes d'un diabète gestationnel dans le postpartum, afin de pouvoir insister auprès d'elles sur la prévention. Le diabète gestationnel pourrait être alors inclus parmi d'autres facteurs de risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires, par exemple le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, le tabagisme ou la consommation d'alcool, afin d'identifier les personnes présentant un risque élevé de développer des affections plus graves, telles que le cancer du pancréas. Ces personnes peuvent ainsi être encouragées à se soumettre à un suivi plus soutenu et être conseillées par des professionnels sur leur alimentation et leur mode de vie. Je vous remercie de votre attention.